Salut à toi et bienvenue sur le podcast d'Axe Open. Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me the one in control. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial Noël du podcast Axe Open. Alors Noël, c'est une période assez nostalgique pour beaucoup d'entre nous. Le sapin, les cadeaux, l'odeur de la cannelle, ça nous ramène vite en enfance. Aujourd'hui, on va jouer un peu avec cette ambiance. Je vous propose un petit jeu spécial Noël. On va ouvrir ensemble le calendrier de l'Avent Tech de l'année 2025. Le principe est simple. À intervalles réguliers, on va ouvrir une nouvelle case du calendrier. Ça va être soit un sujet tech 2025, soit un petit défi, une petite surprise. Je vous laisserai voir ça en direct. Et d'habitude, c'est vrai qu'on termine le podcast de Noël avec nos prédictions pour l'année suivante. Cette année, je vous propose d'aller un petit peu plus loin, jusqu'en 2030, si vous avez des idées. On verra ça à la fin. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, on a Ethan. Bonjour à tous. Louis. Salut. Philippe. Hello. Enzo. Hello tout le monde. Et Gabriel, dont Salut. c'est le premier podcast. Alors, pour commencer, on va ouvrir la première case. Et je vois donc le sujet de la sécurité. Alors moi qui suis un peu de loin, j'ai vu quelques trucs, notamment par rapport à React. Est-ce qu'en 2025, il y a eu des gros sujets sécurité ? Effectivement, c'est un sujet en plus tendance, ce qui est pas mal, parce que c'est arrivé quand même début décembre. Alors, il y en avait quand même plusieurs cette année. Je ne saurais pas forcément les citer, mais comme chaque année. Là, pour le coup, ça a touché un beau framework qui est React, surtout côté serveur, donc qui a eu des impacts côté Next, ou d'autres frameworks qui se servent de la partie serveur de React. Globalement, ça a été un peu une catastrophe. Il fallait être assez attentif sur les CVE qui sont sortis. Nous, de notre côté, on a eu effectivement quelques petits soucis, mais il faut savoir réagir au bon moment et correctement. Philippe, si tu veux rajouter un peu de détails sur le sujet. Ouais, bah c'est comme, je dirais qu'en ce moment, on a à peu près une fois par an une faille de sécurité majeure sur un framework. Ça s'est vraiment accéléré par rapport à il y a une dizaine d'années en arrière. Et donc, on peut que vous recommander de suivre, j'ai envie de dire, très attentivement les librairies et les failles parce que ça va très vite. Pour information, on a un client qui s'est fait hacker et il s'est fait hacker le lendemain, voire le surlendemain de la découverte de la faille, ce qui est quand même... on n'a plus le temps de se dire ça sera traité dans le prochain sprint ou quelque chose de cet esprit-là. Ouais, c'est ça qui est impressionnant, je pense, c'est la rapidité avec laquelle la faille a été exploitée. Du coup, ça, c'est peut-être aussi une nouveauté. Je pense que ça, effectivement, maintenant, il y a vraiment que des robots partout sur Internet et du coup, ils exploitent les failles à une vitesse stratosphérique et plus rapidement que ce que le pauvre humain est capable de faire. Ouais, c'est clair. Il faut vraiment avoir un système d'alerting en plus sur les librairies qu'on a mis sur nos projets qui doit être vraiment réactif et savoir bien réagir aussi également. Et pour le coup, en 2 jours, ça va tellement vite, le temps de tout pousser en prod ou ce genre de choses. De tester, de valider. Ouais, il faut être très efficace. Et au niveau des versions impactées, ça donnait quoi ? Il y avait que la dernière grosse version, parce que j'ai vu passer React 19, mais est-ce que les vieux projets sont concernés ? Je sais pas. J'ai plus en mémoire, mais il me semble qu'il y avait quand même pas mal de versions où ils ont appliqué des patchs mineurs dessus. Après, c'est vrai que sur les très anciennes versions, la faille n'y était pas. Oui, parce que c'était avec avec le nouveau système de composants serveurs, il me semble. Ouais, donc... Tout à fait. Mais bon, à titre personnel, je ne veux pas me faire des amis, mais je ne recommande pas cette technologie-là. C'est vraiment un cauchemar à sécuriser. Alors après, quand vous faites des sites statiques et que vous générez du statique à partir de ça, pourquoi pas. Mais côté serveur, moi, Ouais, du coup, tu parles du SSR, Philippe. Vraiment, je trouve ça un cauchemar. Mais je crois que c'est même une techno différente du SSR parce que c'est juste tu exécutes des bouts de fonctions en remote. C'est du remote procedure call et du coup c'est pendant l'exécution de ton front tu fais quand même des appels vers le back pour des bouts de fonctions. C'est une et très c'est mauvaise même idée. plus du pré-rendering. Enfin c'est comme ce qui se fait en Svelte aussi avec les appels côté serveur dans le SSR et tout ça. Enfin, je pense que c'est le même paradigme. Ouais, ils en font de plus en plus et c'est bon. Pour le moment, ils n'arrivent pas trop à le sécuriser, visiblement. En tout cas, avis tempéré de la part de Philippe là-dessus. C'est ça, toujours. Donc pour moi qui comprends rien, c'est qu'il y a plus de failles ou c'est que c'est plus exploité ? Non, alors il y a 2 phénomènes. Je pense que c'est beaucoup plus sécurisé maintenant que ce que ça n'était avant. Par contre, il y a une standardisation du développement qui fait que quand une faille est découverte, elle est exploitable à très très large échelle et très très rapidement. C'est surtout ça qui a changé. Alors je vais pas me faire des amis encore, mais à cause ou grâce à nos amis de la crypto-monnaie, c'est très facile de faire de l'argent en exploitant une faille, parce qu'une fois que vous avez pris le contrôle d'une machine, vous avez qu'à crypter de la monnaie et vous pouvez récupérer de l'argent rapidement.
Et aujourd'hui, la majorité des failles qu'on voit, l'exploitation, c'est moins du crypto-locker comme on a eu pendant des années, mais c'est plus j'exploite juste ton CPU et ta RAM pour me faire un peu de thunes, quoi. Ouais, complètement. En plus, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que si une personne, elle va réussir à exploiter une faille, son objectif, in fine, si elle mine de la crypto, c'est pas de se faire repérer. Donc en fait, il faut quand même assez être attentif sur ce qui se passe sur sa VM et sur le monitoring pour essayer d'analyser ça, parce que son objectif, c'est de rester le plus longtemps possible. Donc il va pas essayer de faire exploser normalement la VM s'il est un peu intelligent. On a eu le cas sur un des projets, sur un des clients, où justement il exploitait une partie de la VM sans trop exploiter. Ouais. Et en fait, on a découvert au bout d'un moment qu'il y a quelqu'un qui minait dessus, et après on a toujours arrêté. Il faut être On a tout vraiment sécurisé, etc. attentif. Et surtout que maintenant, il y a un peu les deux parties. Il y a des gens qui vont exploiter la VM du serveur, mais il y a aussi, et on le voit avec beaucoup NPM, tout ce qui est package un peu douteux qu'on peut installer vite, il y a pas mal de gens qui exploitent aussi côté front et juste les clients du coup. Et j'ai l'impression qu'on en a de plus en plus où on se rend compte que certains packages ne méritent pas d'être sur nos projets et on installe des trucs un poil rapidement. Mais ça, oui, en fait, c'est un vecteur d'attaque qui devient de plus en plus répandu, j'ai l'impression, et qui est sacrément efficace en plus, qui peut toucher même des projets qui sont d'apparence très, très sécurisés sur des gros clients. Et en fait, les packages NPM, ça peut être dévastateur, parce que comme tu disais, Philippe, en fait, il y en a qui sont très, très répandus. Après, il y a un moyen de se sécuriser facilement. Tout reconnaît soi-même. C'est de supprimer NPM, supprimer React. Recoder facilement. Donc sécurité, vrai sujet, ou c'est juste que c'est l'actualité qu'on en parle, mais pas plus que les autres années au final? Alors, je suis pas sûr que ce soit plus que les autres années, Ouais. mais maintenant, c'est un sujet majeur, quoi. Ok. Mais justement, est-ce qu'il n'y aurait pas un ressort par rapport à l'IA et l'ouverture à plus de personnes potentielles grâce à l'IA trouver des failles? Alors, je pense qu'il y a des nouveaux types de failles qui sont disponibles grâce à l'IA. Néanmoins, les exploitations à large échelle, pour l'instant, ça reste des failles type classique. Je trouve un truc qui est mal fait dans un code, j'exploite un shell, un truc comme ça. Ok. Mais l'IA, ça va être un vecteur de nouvelles attaques. Même s'il y a des cas référencés, c'est pas encore un vecteur à large échelle, mais ça risque de le devenir. Mais ouais, l'IA, c'est à la fois de l'attaque et de la défense, Ouais. parce que on a des cas d'IA utilisés pour de l'attaque et on a aussi des entreprises qui essayent de mettre en place de l'analyse par IA pour contrer ce genre de choses-là. Enfin bref, ça va être un sujet qui va se développer. Attaque-défense. Bon, on aura l'occasion de parler de l'IA, mais en ouvrant la case 2, je vois que c'est une petite surprise. Petit défi, défendre l'indéfendable. Alors je crois que Gabriel s'est intéressé. Alors Gabriel, ou sinon on refile la patate chaude à quelqu'un d'autre, mais défends-moi la phrase suivante. Le no-code, c'est mieux que le code. Alors ça m'intéressait, mais Pareil. pas forcément pour défendre ou être contre, mais parce que c'est pas quelque chose dont j'ai beaucoup utilisé en fait, le no-code. Mais c'est plus, je me disais que je pourrais avoir un bon avis extérieur parce que justement j'ai pas plongé trop les mains dedans. Parce que pour moi, le no-code, les potentielles limites, c'est que on peut pas forcément adapter tout aux besoins, que ce soit le besoin client, le besoin technique. Après ça, j'avance des choses comme ça, j'ai pas du tout idée des possibilités aujourd'hui. Donc, Mais vas-y, Gabriel, le no-code, c'est de la daube. Prends des risques. Le no-code, c'est de la daube, c'est bientôt. Non, la le fin. jeu, c'est le contraire. Défendre. Non, mais après, je pense qu'il y a une notion qui est importante. Alors, le no-code, c'est super pour les gens qui vendent du no-code parce que tu as un client qui est lock-in et après, tu peux lui facturer tout ce que tu veux. Non, mais le no-code, je pense, c'est un bon premier step quand tu n'as pas de personne technique pour répondre à des besoins vraiment simples. En intégration aussi assez rapide. Je pense qu'effectivement, dès que tu veux rentrer dans du spécifique ou faire des choses un peu complexes, nous, on est contents parce que ça va venir nous faire du business, parce que les personnes, souvent, vont rencontrer 2-3 problématiques. Mais je pense que c'est un bon premier step. C'est bien pour la découverte et répondre à des faibles problématiques, mais pas non plus orienter tout un applicatif autour du no-code. Je pense que c'est prendre un risque. Mais Ouais. est-ce qu'au final, ce serait pas un peu le successeur du tableur Excel? Moi, j'y pense beaucoup Ouais. d'un point de vue POC, où à l'époque, du coup, notamment nos clients, ils avaient commencé un POC parce qu'ils avaient un besoin métier auquel ils voulaient répondre, et au final, ça devenait un mastodonte Excel absolument Exactement. insoutenable. Et nous, notre boulot, c'est souvent de transformer ces Excel pour refaire une solution pérenne.
Donc est-ce que les gens un peu s'en resservent comme ça et font des choses différentes? Je pense que que juste ça marche moins c'est une bien question. qu'Excel. Ouais, je pense que c'est une question de point de vue et franchement, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est un peu notre nouveau Excel et il faut le voir comme ça. Ça va aider des entreprises à se développer autour de processus simples et dès qu'il faudra les complexifier, on sera là pour les accompagner, quoi. Bon, si vous voulez en savoir plus, on a fait un épisode SaaS versus no-code versus solution sur mesure, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Bon, et un peu plus sérieusement, troisième case, Philippe, l'année dernière, tu avais dit qu'un de tes points d'intention pour 2025, du coup, c'était le cloud souverain. Donc, si on ouvre la case, tout ce qui est DevOps, Cloud, FinOps, est-ce qu'il y a des sujets 2025? Oui, il y a. Alors moi, je pense que c'est des tectoniques de plaques, c'est-à-dire qu'il y a des gros changements qui sont en train de s'opérer côté infrastructure, et en particulier l'émergence de cloud souverain. On le voit bien avec nos amis américains qui sont des amis ou des ennemis, c'est difficile à dire, ça dépend du dernier tweet. Mais en tout cas, il y a des vrais sujets, et c'est des vrais sujets sur lesquels c'est long terme, c'est-à-dire que la création d'une offre souveraine viable est en train d'arriver et elle commence à exister de manière un petit peu qualitative. Je vous renverrai au podcast qu'on a pu faire avec Bastien Vigneron sur tous ces sujets-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un autre événement qui n'était pas vraiment arrivé ces dernières années, c'était les failles majeures des cloud providers. Alors, je ne parle pas de failles autant, qu'en termes de sécurité, mais des bugs majeurs. On a eu Cloudflare qui s'est pris les pieds dans le tapis plus d'une fois cette année. On a eu AWS qui est tombé lamentablement. On a eu nos amis Azure qui sont tombés et je trouve ça intéressant. 3 mois, ils sont tous tombés globalement. Ils sont globalement tous tombés sur le dernier trimestre. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, et ça mérite d'être dit, c'est par exemple, si on analyse un petit peu ce qui s'est passé chez AWS, ils sont tombés parce qu'un service aux États-Unis est tombé. Or, normalement, il n'est pas censé impacter la France, même s'il vous explique que c'est écrit quelque part dans les conditions générales de vente. Mais je veux dire, sur le principe, les gens qui pensaient être tranquillement isolés en France, en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, je pense que c'est un sujet qui va continuer à percer dans les prochaines années. Je pense que ça, c'est aussi un sujet qui se développe, alors pour une raison qui, à mon avis, est un peu liée à l'IA. Mais en fait, l'enjeu des données, de la possession des données est toujours là, même après l'épisode du RGPD. Et je pense que l'Union européenne, on voit qu'on a un régulateur qui quand même continue de s'intéresser à tous les sujets informatiques et qui a toujours très envie de mettre la main là-dedans. Et je pense que l'Union européenne, en tout cas, continue de pousser pour essayer d'avoir un champion, mais c'est quelque chose qui est compliqué. Et bizarrement, je pense qu'il y a aussi mais c'est plutôt à l'avantage du cloud souverain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de stagnation des cloud providers, c'est-à-dire il y a zéro service nouveau, enfin, il y a zéro service utile nouveau. Et donc, du coup, ça va permettre à tout le monde de rattraper un peu le retard qu'il pouvait avoir. Aujourd'hui, vous avez des offres Kubernetes as a Service, des offres S3 et compagnie qui sont largement d'aussi bon niveau. Et du coup, vous pouvez vraiment construire des applications. C'est toujours plus facile de rattraper quand le leader n'avance pas. Et aujourd'hui, les leaders, ils se concentrent à faire que de l'IA. Donc, si vous n'êtes pas sur ce domaine-là, je pense qu'il y a une petite fenêtre d'opportunité. Pour les rattraper, c'est clair. Et petit coup de gueule en plus sur parce que effectivement, ce dernier trimestre 2025, c'était un peu une catastrophe, je trouve, au niveau de nos providers. Moi, j'en ai un qui m'a rendu fou, c'était celui d'Azure avec la migration de leur CDN en Azure Front Door. Je pense que vraiment, c'était la pire chose qu'ils aient pu faire en termes de qualité, nous mettre à disposition. Pour ceux qui n'ont pas la connaissance de ce qui s'est passé, ils commencent à décommissionner un service qui est du coup le CDN chez eux. Et souvent, on va s'en servir pour host un nom de domaine ou ce genre de choses dessus, en mettant un domaine personnalisé et en faisant une redirection CNAME dessus. Et il préconisait du coup de migrer vers l'Azure Front Door, qui était un petit peu le successeur. Bon, déjà en termes de prix, on est passé de gratuit à 20 € par Azure Front Door, ce qui fait que pour chaque environnement, on fait 20 €, ce qui, je trouve, est un scandale. Et derrière, pour que le service ne fonctionne même pas, c'est-à-dire qu'on avait impossibilité de vider le cache sur le Front Door, plus les configurations qui mettaient leur vie à passer. Enfin, quand on met à disposition un service, il est censé être prod-ready, et là, pour le coup, ça a cassé quand même pas mal de choses. C'était bien désagréable. Ce qui fait que la création de services chez nos providers, je trouve, enfin, je vais faire un constat un peu bête et généraliste, mais ils réduisent un peu la qualité de ce qu'ils produisent, ou en tout cas, ils n'arrivent pas à anticiper la montée en charge de l'utilisation de leurs services. Et c'est très mal anticipé, c'est très mal fait, alors que c'est censé être quand même les leaders mondiaux, quoi.
Et au niveau des leaders, du coup, Enzo parlait de champions juste avant. En Europe, on a qui? Parce que moi, je connais OVH, mais au final, déjà, je me pose la question de la confiance envers OVH, parce que j'ai l'impression que tout le monde a encore un peu dans le creux de la gorge Roubaix qui prend feu. Est-ce que la confiance est revenue? Est-ce qu'on a des champions qui émergent? En fait, le problème, c'est qu'on a des champions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez plein de champions européens. Vous avez des Allemands qui sont très bons. En France, il y en a aussi qui sont très bien. On va pas citer de noms, c'est pas le sujet, mais la difficulté, c'est qu'ils ont du mal à se faire un nom à l'échelle internationale. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y a l'équivalent de l'offre américaine existe, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, quoi. Et niveau tarif, ça suit aussi parce C'est que beaucoup j'imagine moins que cher, WS a généralement. des... Ah, ok. Non, c'est pas nécessairement plus cher. Ok. Aujourd'hui, alors c'est pas nécessairement plus cher si vous faites pas des choses qui soient à l'échelle vraiment mondiale, parce que pour le coup, WS ou ses collègues, ils sont vraiment à l'échelle internationale mondiale. C'est-à-dire si vous avez besoin d'avoir des services dispo au Japon hyper rapidement, c'est sûr qu'AWS vous sera encore meilleur. Mais en fait, 99% du marché n'a pas besoin d'avoir une dispo worldwide hyper rapide, quoi. Ok. Et du coup, finalement, industriellement parlant, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de passer sur des cloud providers européens? Alors, il y a deux choses. Il y a on est parti avec des cloud providers et du coup, c'est toujours difficile de sortir du cloud provider, surtout si vous avez utilisé trop de services, ce qu'on ne recommande pas, utiliser le moins de services possible. Mais maintenant, nous, on est déjà clairement en interne en train de migrer quelques protos, puis quelques clients sur des offres purement françaises. En tout cas, aujourd'hui, on les propose dans nos propositions commerciales, ce qui n'était pas encore le cas il y a un an en arrière. Et après, il faut aussi qu'ils gagnent la confiance du marché petit à petit, et ça se fait pas tout de suite. Puis le legacy a eu un vrai impact. L'informatique, legacy, c'est la base. Ouais, c'est ça. T'es parti avec un provider, le fait de switch, ça demande un boulot assez monstre. Et du coup, est-ce que ça vaut le coup de partir? Enfin, il y a plein de questions qui se posent à ça. Et je pense que ça pourrait faire le thème d'un podcast. Mais Oui, j'allais essayer de faire un placement de produit, justement. Ouais. Est-ce qu'on l'a déjà traité, le sujet de ces migrations ou... Non, on l'a pas traité, mais je pense que ça serait... Moi, j'ai pour ambition de faire un podcast pour le début de l'année prochaine. Je vous le dis. Ça s'appelle les promesses déçues du cloud. C'est-à-dire de revenir sur c'est le nouveau roman de Philippe Aubertin. Ouais. C'est pas mal comme nom, non? Ouais, c'est un putain de travail. Et du coup, c'est de revenir sur toutes les promesses que nous ont faites les cloud providers, et je pense de bonne foi, et puis la réalité aujourd'hui en 2025, début 2026. Bon, rendez-vous en 2026 du coup pour ce podcast. Cas suivante, gros sujet, l'IA. Je pense qu'on est obligé d'y passer. Tous les ans, on en parle évidemment. Est-ce que ça a vraiment changé en 2025? Je prends le sujet. Globalement... Attention, vous avez un fanboy là. C'est vrai que là, on peut parler un fanboy. Mais modéré dans ses propos. En termes de modèle, l'évolution n'est pas faramineuse. En vrai, si on compare peut-être début 2025 et fin d'année 2025, il y a eu quand même encore un gap qui a été passé. Je repense à Philippe qui m'a envoyé un benchmark des modèles et de la comparaison entre elles, là où finalement on peut voir leurs points forts, et c'est ce qui est exprimé et qu'ils le sortent du benchmark, parce que c'est un peu broken sinon dans l'analyse, c'est dans la compréhension du code pur, la réalisation du code pur. L'IA est très forte. Par contre, dans plein de domaines, elle a encore besoin d'être améliorée. Je pense sur la partie design ou réalisation 3D, ce genre de sujet. Mais ce qui a surtout changé, je pense, en 2025, c'est son intégration, pour nous, dans la partie dev, dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un client léger, on va lui renseigner des prompts et va nous répondre. On est vraiment sur de l'intégration dans nos IDE, dans nos outils du quotidien, ce qui... en fait, embellit énormément ces résultats du fait que le problème qu'on avait auparavant, c'était un vrai manque de contexte quand on discutait avec elle. Le fait de lui exposer un problème qu'on pouvait rencontrer, en fait, il fallait lui passer peut-être 20 fichiers si vraiment on voulait qu'elle comprenne bien. Et là, pour le coup, vu qu'elle est directement intégrée dans nos projets, c'est beaucoup plus simple de pouvoir interagir avec et qu'elle comprenne encore mieux notre besoin. Donc, in fine, moi, je trouve que c'est positif. On va aller encore vers du mieux, je pense, sur plein de domaines, mais sur la partie code, on commence à avoir un résultat qui est quand même très satisfaisant. Faut-il savoir bien s'en servir? Encore une fois, c'est toujours le même sujet.
Et je remets un peu le warning de faire attention à ce qu'elle te propose, parce que c'est pas toujours vrai. Elle peut aussi te mettre en place des failles, et je pense que Quel euphémisme. ça va pas forcément s'améliorer sur le long terme. Donc être attentif à ce qu'elle peut te proposer. Est-ce qu'il y a des nouveaux noms ou c'est toujours les mêmes acteurs? Bah là, en plus, il y a Mistral qui ont sorti leur intégration dans les IDE, donc que j'ai pas eu encore l'occasion de tester. Mais non, sinon, il n'y a pas de gros nouveaux leaders qui sont arrivés sur le marché. On a toujours OpenIA, Anthropic, Gemini. Gemini qui a fait quand même une belle percée cette année et qui a sorti un beau modèle là récemment. Et Mistral, du coup, qui se réoriente encore plus côté code. Pour moi, un sujet qu'ils avaient lâché sur l'année 2025, mais qui sont revenus en force fin d'année. Voilà. Et niveau... Pardon, tu allais dire un truc? Ouais, j'allais dire un truc parce que je fais un mea culpa par rapport à ce que j'ai pu dire. Alors, pas du tout sur le sujet de la qualité de l'IA. Je pense toujours que c'est de la daube à 80% du temps, mais je fais un mea culpa parce que moi, j'étais convaincu que Google allait mal s'en sortir de cette nouvelle transition. Et en fait, je pense que ça va être encore eux qui vont gagner, ou en tout cas gagner sur un champ de ruines la bataille. Et ça, c'était pas forcément évident, mais ils ont quand même réussi à, je veux dire, par le fait qu'ils aient une infrastructure gigantesque et qu'ils touchent les clients. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ils n'arriveront pas à vendre l'IA, ou très peu, et donc, du coup, le modèle publicitaire va redevenir le modèle principal. Et là, ce qui est rigolo, c'est que la meilleure régie publicitaire du monde, ça reste eux, donc ils vont déjà réussir très facilement à le faire. Moi, je voudrais faire 2 prédictions parce qu'on n'est pas. Il y a un moment pour les prédictions ou pas? Ouais, à la fin, mais vas-y. Allez, je fais 2. Moi, je fais 2 prédictions. Je pense que c'est quand même 2026 sera l'année où la bulle va dégonfler très fortement. On va revenir sur Terre. Et j'aurais envie de tenter, mais je suis très joueur, qu'il y ait un des grands masters du domaine qui fasse faillite. Ce serait fou. C'est bold, hein? Ouais, ce serait. C'est ce qui ferait exploser, je pense. Ouais. S'il y en a un qui se crache, c'est ça. va être compliqué. Ça coûte toujours aussi cher aujourd'hui? Enfin, ça coûte plus cher, je veux dire, pardon, ou... Ça a un beau prix, quand même, sur une fourchette d'utilisation dans un cadre professionnel, et si tu veux t'en servir beaucoup, c'est cher. Le free tier commence à être quand même vachement limité sur beaucoup de je veux dire, des Ouais, mais providers, hein. moi, je suis là où je trouve qu'il y a tellement de modèles maintenant que, je veux dire, avant Tu peux d'utiliser switch. Moi, Ouais. je switch, tu vois. Donc, avant d'utiliser le free tier de chacun des modèles, Ouais, Puis si après, tu les mélanges tous. moi, je Je pense fais la qu'on même est chose, à ouais. 2 doigts de voir arriver vraiment les modèles qui tournent sur laptop. Ça, c'est un game changer parce que du coup, pour 90% des temps, ton modèle, il tournera en open source sur ta machine et puis point barre. Ça, moi, j'attends ce Les moment Mistral, avec les impatience. petits Mistral, ils tournent sur ta machine. Mais justement, en fait, à un moment, Mistral, il nous avait impressionné en créant un modèle très léger et qui commençait un peu à concurrencer d'autres modèles. J'ai l'impression que ça, c'est. Il c'est doit un ressortir peu, là hier ou avant-hier. Ouais. Donc vas-y, regarde, Et, tu verras, c'est de la tuerie. Bah, ça m'intéresse parce que justement, je trouve que. Pour 80% des- de ton usage et pour le code en plus, ça va être. Moi, j'ai eu le rigolo. feedback de Nathan, qui est pas là aujourd'hui, sur son utilisation. Il m'a dit que c'était beaucoup mieux. On n'est pas encore au niveau des leaders, ils sont pas à niveau, et même eux sont un peu exprimés là récemment, ils me disaient sur ce sujet-là. Mais je pense qu'on a un bel avenir sur cette partie-là. Et je En te plus, rejoins, Philippe. tourne en local, Ouais, ça je pense coûte que zéro, quoi. Hein. c'est un peu l'avenir, c'est que l'objectif, ça tourne sur ton laptop et que tu arrêtes de passer par un service. À mon avis, c'est ce que va faire nos amis d'Apple. Ils vont te le sortir Ouais. dans le truc et puis ça va, Mais on ose espérer. ça va péter le game. Je pense que justement, il y a toute une place pour le monde de l'open source aussi dans le monde de l'IA et qui pour l'instant est très sous-exploité, même s'il y a vraiment un terreau très très fertile. Ouais. Non, mais justement, je pense que nous en entreprise, on envisage pas mal souvent les options style Google, style Cloud, tout ça, mais en fait, je pense qu'il y a quand même un monde de l'open source qui est assez développé. Et moi, mon espoir, c'est que justement, ça devienne plus viable à l'avenir. Et qu'on ait qu'on ait des options qui se développent pour faire tourner des petits modèles en local sur nos machines, et que en fait on puisse se passer de payer des abonnements à 100 € par mois. Enfin, ça, ce serait vraiment bien. C'est clair. Après, faut-il pouvoir acheter de la RAM? Là, normalement, j'ai fait une belle transition. entre les- il sera encore Alors, après. un peu en avance, avant case numéro 5, petite surprise. Cette fois, c'est un dilemme. Alors, tu préfères développer sur une vieille appli en PHP natif ou coder une appli où il faut mettre de l'IA sur chaque page? Ça va me permettre de réembrayer, parce que moi j'allais parler d'un tout petit truc encore en IA, où justement on se rend beaucoup compte que nos clients aussi, Enzo parlait de souveraineté des données dans un des points précédents, on a beaucoup de clients qui commencent à s'emparer du sujet et à se rendre compte que toutes leurs données partent un peu n'importe où, et on a beaucoup de projets de clients qui essayent de réintroduire de l'IA pour soit redévelopper des chatbots en interne pour éviter de dépendre sur des personnes externes, soit qui juste mettent des features IA.
Donc on aura l'occasion d'en parler. J'ai l'impression que tous les clients maintenant ont quelque part dans leur backlog des envies d'IA, ou voire même des bouts entiers de leur business qui veulent faire tourner à l'IA. Donc pas de PHP. Franchement, à choisir, des devs sur une vieille appli en PHP natif ou coder une appli. Mais là, je vous tourne juste un bâton pour que vous critiquiez PHP. pourquoi pas les deux Ouais, en fait, je pense que je me servirais de Moi, l'IA. honnêtement, je préfère coder en PHP que faire du vibe coding. Ça me rend tellement malade le vibe coding. Ah non, là c'est mettre de l'IA dans Ouais, tout c'est le ça. produit Ah là, du c'est de mettre client. de l'IA dans le Ouais, coding. c'est ça. Oh bah non, je préfère mettre de l'IA, c'est rigolo. Tu t'appelles un t'amuses. modèle, ça marche pas, tu réessayes. Ouais, mais justement, derrière, Tu mets faut que ça en marche, majuscule c'est le problème. tu mets en majuscule dans le prompt pour que l'IA elle t'écoute. La case numéro 6, justement, tu parlais de la RAM. Si on prend un petit peu le sujet du hardware, bon, alors c'est le gros sujet. En effet, moi, de loin, j'ai entendu que la RAM, ça coûte cher. On n'a pas besoin de beaucoup, mais est-ce que c'est un... Voilà, qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que c'est un sujet assez intéressant. Alors, peut-être le prix de la RAM, effectivement, c'est un truc qui a explosé récemment. Il me semble que c'est pour du mining de crypto, si je ne veux pas dire de bêtises. Les data centers. Hein. C'est ça. Ouais, maintenant, même plutôt IA. C'est l'IA, Ouais. c'est la recherche sur l'IA surtout. Ok, Parce ok. que j'avais vu, alors je sais plus le nom, mais il y a des entreprises qui ont acheté pour plus de 50% de la production mondiale de RAM pour la recherche sur l'IA. Ouais, c'est un truc de fou. Oh, le pauvre gamer. Ben non, mais c'est terrible parce que Oh tu là vois, on là s'est là constat là. en se disant, il y a, voilà, je suis pas si vieux, mais je vais faire le vieux, en disant, bah, il y a 10 ans, tu voulais acheter un PC gamer qui tournait super bien, tu mettais 1200, 1400 euros, tu avais la machine qu'il fallait avoir, tu vois. La meilleure carte graphique, elle coûtait 1000 euros, c'était la Titan à l'époque. Moi, je m'en souviens, tout le monde la voyait comme le prisme de la carte On graphique. s'en rappelle. Et aujourd'hui, 1000 balles, c'est la carte graphique qui vient de sortir, mais c'est pas non plus titanesque. Enfin, c'est devenu un prix normal. Et j'avoue que du coup, tout le prix du hardware a explosé. Oui, mais je veux dire, parce que tu as la mémoire courte, mais je veux dire, la RAM, ça a eu valu très cher et ça a eu valu rien du tout. Oui. C'est-à-dire que, je veux dire, il suffit que la bulle éclate et ça vaudra zéro, quoi, tu vois. Ouais, Et- mais du coup, à date, vu que tu as l'IA, Ah oui, en la ce moment, crypto, ouais. et puis ça va pas s'éteindre du jour au lendemain, Mhm. vu que c'est nécessaire sur Ouais. ces deux ressources, c'est n'importe quoi. Arrête, je pense que le problème des joueurs aujourd'hui, c'est qu'ils pensent que Nvidia, c'était une boîte qui était pour eux. Maintenant, Nvidia, il en a rien à carrer. C'est Les clair. cartes de jeux vidéo, ça représente, je sais pas, 2, 5, 10, je sais pas combien de pourcentage de son chiffre d'affaires, mais c'est ridicule. Mhm. Donc, du coup, il en a plus rien à faire. Ah, bah, c'est clair. Ouais. Il y a aussi la fermeture de Crucial. Il y a Crucial, un gros producteur de RAM qui, de ce que j'ai vu, se ferme. Ils arrêtent la production de la RAM, tout Alors, simplement. j'en ai entendu parler, mais je sais plus pour quelle raison. Je sais plus exactement C'est non quand même plus. étonnant, mais, dans un Ouais, monde où la RAM ouais, vaut c'est des clair. milliards, Je pense que alors- ça mériterait d'être fact-checké ou. Ouais, c'est ça. ouais. Mais après, il y a aussi des boîtes qui ont complètement pivoté. Je crois qu'il y a Micron, qui est un fabricant asiatique de puces, du coup, et qui juste ont dit on arrête de faire de la RAM grand public. Nous, ça ne nous rapporte pas. Autant juste qu'on vende directement à Ouais. des grands data centers, à des grands providers, notamment d'IA, parce que ça nous garantit les volumes Mhm. et tout est plus simple pour nous. Et c'est ce qui, de ce que j'ai compris en tout cas, alimente notamment Ouais. cette flambée des coûts. C'est juste qu'il y a des boîtes qui pivotent. Mais en même temps, je veux dire, on a déjà énormément de RAM sur nos PC. Ouais, c'est clair. Je veux dire, combien t'as besoin de plus pour les Bah, jeux? Il y a bah, vraiment encore un besoin sur les jeux de la RAM? Ouais, en vrai, en fait, les C'est jeux combien le évoluent. standard de la carte graphique? À date, en GPU, tu dois avoir en moyenne entre 8 et 16 gigas, je pense, Ah, c'est rien. sur ton GPU. Ouais, mais et après, tu as ta RAM aussi en dehors de ton GPU. Mais en fait, les jeux s'adaptent par rapport au hardware. Donc, en fait, si Nvidia continue de sortir des modèles de plus en plus poussés, les jeux vont demander encore plus de ressources, quoi. C'est un peu un cercle vicieux pour que ce soit un maximum réaliste. Pour jouer à OpenFront, il n'y a pas besoin. Détruire Renzo sur OpenFront. Transition sur la case suivante. Non, non pas forcément. Moi, j'avais vu un truc comme quoi, du coup, les prix de la RAM d'Apple étaient enfin alignés au marché et qu'ils avaient fait exprès de mettre des prix plus hauts pour anticiper cette hausse. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Je pense qu'ils vont augmenter les prix. Ils Du vont coup. quand même- Ils vont se Mis au marché. Ouais, c'est clair. C'est pas leur- On attend de voir. Et ben justement, case numéro 7, un peu plus design et trend. Bon, ça correspond un petit peu moins à ce qu'on fait, mais moi, je voulais parler de Liquid Glass. Mais j'ai cru comprendre que vous avez déjà fait un podcast dessus. On n'a pas fait un podcast, mais je l'ai déjà bien démoli. Oh non! Mais il n'y a pas, je trouve, de trend, je veux dire, visuel. Autant on a eu le brutalisme qui est arrivé il y a quelques années, autant on a eu des choses assez intéressantes. Autant là, au niveau design, par exemple, si tu prends un design d'appli ou de site web, c'est basique, quoi. C'est-à-dire que en tout cas, dans les designs d'appli, tu as Material qui est venu écraser tout, d'ailleurs, assez
malencontreusement. Mais il n'y a pas de trucs hyper cool qui sont sortis. En tout cas, il n'y a pas de nouvelles trends là-dessus. On est sur du matériel 4. Oui, il me semble. On est sur un matériel 4, mais depuis, il n'y a pas grand-chose. C'est une année qui est assez morne et aussi due parce qu'en fait, il y a tellement j'ai envie de dire, de volume d'applications à mettre à jour et compagnie que c'est beaucoup plus difficile de faire évoluer que par le passé. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je ne sais pas, au niveau des... Ça, Philippe, tu auras peut-être plus le ressenti. Au niveau des entreprises, est-ce qu'elles continuent à investir aussi dans le design ou est-ce que... Alors, dans le design, assez peu, mais dans l'UX, oui, toujours, Okay. ça reste un sujet. Mais peut-être moins qu'il y a quelques années en arrière où il y avait vraiment une trend du beau, du sexy, Là, aujourd'hui, on a des grosses applis métiers. Maintenant, c'est devenu un standard de faire de l'UX au démarrage d'un projet, mais c'est plus la folie, je pense, comme par avant. Ouais, et puis ça dépend aussi du scope de l'app. En fait, je pense aujourd'hui, 80% des apps, elles sont dédiées sur de l'interne. Ils sont vraiment liés à être efficaces dans le développement et qu'on se prenne pas forcément trop la tête sur une identité visuelle parce que c'est pas voué à être au grand public. Et puis, je pense qu'il a changé aussi, mais tu seras peut-être pas d'accord, c'est l'arrivée de tous ces, qu'on appelle ça, design systems qui embarquent des composants où, en fait, tu pars des zéros avec un design system qui fait déjà presque tout. Alors moi, je trouve que c'est un mauvais pattern parce qu'au final, tu réfléchis plus à la fonctionnalité, puis tu colles des assemblages. Mais c'est vrai que maintenant, combien de pourcentage d'applis partent avec un design system déjà fait, c'est terrible. Hein. Donc il y a ça aussi, je pense, qui a pas mal changé dans le marché. Alors nous, on va dire, on est content parce que ça nous fait gagner du temps, mais c'est clair que tu prends quand le matériel a explosé sur le marché. Alors de mon scope à moi, c'était il y a 5 ans où c'est arrivé et ça a tout cassé. Littéralement, on faisait toutes nos apps avec, et voire encore, on continue, mais genre, elles se ressemblent toutes. Le date picker, tu changes 10 fois de site, ce sera le même date picker de partout. Qui est toujours pourri d'ailleurs. Oui, qui est pas super bien, mais en fait, c'est simple d'utilisation. Moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas un seul date picker qui soit bien fait sur le marché, quoi. C'est fou, c'est En HTML. Ouais, c'est le même depuis 50 ans, tu vois. Je sais pas. Non, et puis en plus, la problématique de toutes ces librairies-là, ça reste quand même la maintenabilité. C'est-à-dire que au final, tu pars avec un design system et en fait, 90% du temps, il y a un moment où tu le regrettes parce que tu vas devoir la mettre à jour et là, c'est pas un bon moment à passer. C'est clair. Puis même au niveau, moi je pense à plutôt côté librairie, à Tailwind, des choses comme ça, qui embarquent déjà une palette, un peu comme on avait avec Bootstrap il y a presque 10 ans. J'ai l'impression que du coup maintenant tous les sites tendent vers la même palette juste parce que personne n'essaye de la customiser. C'est juste il y a le rouge Tailwind et tout le monde a le même. Et surtout que Tailwind c'est imbitable. Enfin, je veux dire honnêtement, autant. Non, j'aime bien. Moi. Non mais moi aussi j'aime bien. Ce que je veux dire c'est que. non, ce que je veux dire c'est pas ce que je voulais dire. C'est que c'est facile à utiliser. Par contre, ce qu'il fait derrière est imbitable. C'est-à-dire, si tu regardes ce qu'il y a derrière les classes Tailwind, ils font des calculs de malade de taille dans tous les sens pour que ça se comporte bien, mais ça, c'est plus du tout à la portée d'un humain lambda. C'est-à-dire que customiser un truc comme ça, c'est, à part changer la palette de couleurs, c'est ça. C'est très, 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 très compliqué. Je pense que c'est le use case de Tailwind et que ça a été aussi de Bootstrap in fine, c'est de se dire, on te met à disposition des classes utilitaires pour gérer ton responsive, surtout c'était le truc un peu l'enfer à l'époque. Mais si tu veux vraiment custom ton truc, tu custom ta palette de couleurs et là, tu as ton identité visuelle. Et franchement, ce compromis entre, tu vois, un matériel qui est très lourd embarqué avec full composant et juste avoir un Tailwind où tu vas faire de l'override de palette de couleurs. Tailwind, c'est ton prochain... Enfin, je veux dire, dans 5 ans, tu vas pleurer. Hein. Tu vas devoir le mettre à jour ou le virer. C'est possible. En vers plus, vers un autre truc qui va s'appeler... des composants. Non, si, il y a des composants, ça s'appelle... Ils les vendent à côté. Oui, c'est ça, ouais. C'est une offre commerciale à part, je crois. Comment ça s'appelle? J'ai mangé le nom. Bon, peu importe. J'ai oublié aussi. Après, l'avantage de Tailwind... Flowbyte, c'est ça? C'est ça, ouais. Le design system, c'est Flowbyte. L'avantage de Tailwind, c'est que tu as peut-être moins besoin de le mettre enfin, c'est du CSS. Donc, si juste tu décidais à lock, tant que ta version de Tailwind est suffisamment expressive. Oui, mais ça, c'est un mensonge, ça. Je veux dire, quand tu es bloqué en Bootstrap 2 et que tu dois passer, tu meurs, tu vois. Quand tu es bloqué en Material 3 et que tu veux passer, tu meurs. Quand tu es bloqué en React. Plus un design system, enfin, je sais pas comment dire. Là où pour moi, Tailwind, vu que c'est vraiment des tout petits composants très atomiques, il y a peut-être moins ce besoin de monter. Mais bon, le temps nous le dira. Ouais, c'est ça. Et après, je pense que tu te retrouveras comme la plupart des technos où tu vas lock sur sa version, où genre vraiment ça va être le projet un peu maudit. Ouais, t'as vraiment pas de. On dit, tu bosses là-dessus, t'es en mode, c'est relou quand même. Pas trop envie. Est-ce que vous êtes prêts pour la case suivante?
Yes. Petite surprise du coup, ce soir, Axe Open, c'est le repas de Noël, la raclette et le Secret Santa. Alors, moi j'ai deux questions. Qu'est-ce que vous espérez avoir et est-ce que vous êtes vraiment fiers du cadeau que vous avez fait ou vous avez fait un petit truc en mode il faut trouver quelque chose? Alors moi, je suis quand même plutôt fier de ma vanne. Je peux le dire parce qu'en plus il sortira après, donc il sera pas spoil. J'ai un collègue qui voulait à tout prix avoir un Mac noir, mais il a été trop pressé et du coup il a commandé très vite son Mac qui est arrivé du coup gris. Et il nous prend la tête pour avoir un Mac noir depuis un certain moment, il en parle de partout. Et on m'a émis une idée que j'ai trouvée exceptionnelle qui était d'acheter une coque de protection noire. Et du coup j'attends que ce soir il aille au repas de Noël, je vais lui voler son Mac, mettre la coque dessus et l'emballer dans un packaging Mac noir. Et je pense qu'il va être très heureux de voir cette super blague. Je pense que c'est une très très bonne idée. J'ai très hâte. J'aime bien l'idée d'en parler avant alors que ça va se passer. Exactement. Oui, Et mais peut-être ça va être un flop complet. Je vais Ça va être une capsule temporelle Exactement. Le mec qui va tomber par terre. Il sera content, il aura La son blague à Mac noir. 2000 balles. C'est ça. Super. On vous tient au courant au prochain podcast, en tout C'est cas. ça. Et les autres du coup, des petites blagues ou c'est des vrais cadeaux? Moi, j'ai tiré au sort quelqu'un qui vient d'arriver, donc j'avais peu d'historique, mais je lui ai pris un jeu Exit, que j'adore faire des escape games. C'est un jeu de société, ouais. C'est un escape game, mais c'est un jeu que tu détruis. Ok. Tu peux jouer qu'une seule fois et après tu le mets à la poubelle. Ah, c'est cool. Mais Pas très dans l'éco-conception ça. j'espère qu'il n'y aura pas de case. Ok. Non mais c'est vrai que les petits jeux de société c'est bien. Moi, pareil, je spoil. Du coup, j'ai fait 2 cadeaux à 2 personnes différentes aussi. J'ai pris 2 petits jeux de société. Je trouve que c'est toujours sympa. Puis on pourra l'utiliser aussi du coup. Et vous? Bah écoute, moi j'ai fait un truc utilitaire. Ah. Donc j'ai pris je suis tombé sur quelqu'un qui aime pas mal le bivouac et les choses comme ça, donc je lui ai pris une pierre à aiguiser pour son couteau. Oh wow. Oh waouh. Ça, c'est cool. J'avoue. Je me suis dit bon bah quelque chose d'utile qu'il pourra garder et qu'il pourra utiliser, c'est aussi une bonne idée. C'est bien. Et ben moi, vu que je suis allé au Laos il y a pas longtemps, j'ai ramené quelque chose du Laos. Oh wow. Et j'ai aussi acheté une bonne bouteille de vin. Attends, mais le Secret Santa était déjà prévu quand tu étais au Laos? Oui, bah tu m'as envoyé la personne Ouais, quand ok. j'étais au Laos. Bon, bah très bien, il y aura un truc qui C'est vient de stylé. loin. C'est Voilà. beau. Nice. Ouais, Ethan. Moi, pareil, j'ai fait assez simple. J'avais la chance de connaître la personne, donc j'ai juste tapé dans ses passions et c'est un petit livre sur quelque chose qu'il aime bien. Donc, Très bien, je sais ce que c'est. et toi, Il va Florian, être content. Qu'est-ce que tu as pris? Moi, des livres aussi. Voilà, des livres, mais des romans pour le coup. Moi, j'adore offrir des livres et je n'offre plus que des livres. Et quand on me demande ce que je veux, je dis un livre. Voilà, un livre qui vous a plu. Je veux découvrir des choses. Voilà. Je suis le seul littéraire de la table, donc voilà, je me permets de le rappeler. Ah, Philippe, tu lis un peu quand même. Non, mais littéraire qui ne suis pas aussi scientifique. Toi, tu sais coder et lire. Moi, je sais que lire, tu vois, donc je me permets de le rappeler. Il a failli tuer Flo de son regard. Oui, mais, en plus, c'est bon, non, On est rentré dans une rap battle, donc exactement. Non, c'est vrai qu'en plus, à chaque fois, on parle de littérature avec Ouais. Philippe et c'est très appréciable. Donc, et puis, je suis sûr que plein de personnes lisent avec Axe Open. Mais tu rigoles, mais tu sais que la prochaine case, elle est en lien avec ton cadeau quand même, Oui. c'est l'éco-conception. Donc, du coup, je faisais une transition avant l'heure, du coup, mais dernière case. Bon, ça, c'est le sujet de Philippe, hein, mais on peut tous en parler. Éco-conception. Bah, alors, je sais pas s'il y a vraiment des C'est un news bide. par rapport à C'est ça. un bide quand tu construis 50 000 data centers pour faire construire de l'IA et que le carrément. sujet éco-conception est complètement passé, disparu, que personne n'en va entendre parler, que tout le monde s'en fout de la consommation énergétique, des ressources en eau et compagnie. Bah, cette année, ça a été, comme un peu déjà l'année dernière, mais ça a été l'année du bide sur ces sujets-là. C'est un sujet dont on entend moins en moins parler en informatique et pourtant, Ouais, pourtant. ça ouais. devrait être un sujet majeur. Je n'ai rien d'autre à dire. oui, ça a été balayé par Balayé l'IA, par la nouvelle mode. voilà. Bah ouais, l'IA a pris trop de place sur le marché. Et- Et puis, je pense que c'est juste une histoire de business. L'IA rapporte de l'argent, l'éco-conception, factuellement, Alors, va l'IA pas... rapporte pas d'argent. Non, pour mais- l'instant. En général, en tout cas, dans l'économie mondiale. Et alors que l'éco-conception, factuellement, non, c'est juste une bonne manière de penser, une bonne chose de faire. Et je pense que le business prime, malheureusement. Alors que c'est un sujet, effectivement, qui devrait être vraiment important. Et après, parce qu'on a quand même vu cette année, c'était aussi une année de réduction budgétaire. À peu près toutes les grandes boîtes ont fait des coupes dans leur personnel, des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un axe où on peut essayer de faire de l'éco-conception juste pour avoir de la sobriété et réduire ses coûts? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont essayé de faire ça, des choses comme ça? Je veux dire, en dehors du rapport RSE, Ouais. Peu. Ok. Bon, un peu triste de terminer le podcast. Enfin, il n'est pas terminé, mais que la dernière case soit aussi
aussi négative. Bon, désolé. Ensuite, on termine le podcast avec vos prédictions du coup pour les prochaines années. Donc j'avais dit 2030, hein, mais bon, si vous ne le sentez pas, on peut faire 2026. Est-ce qu'il y a des gros changements pour vous qui vont s'opérer dans les prochaines années? Moi, je l'ai dit, un retour sur terre de l'IA. Nvidia un peu effondré parce que du coup, quand ça va retourner sur terre, ça va être la première qui va descendre en flèche. Le retour des cartes graphiques pas chères, parce que pour le coup, ça sera on pile up. Côté framework web, très peu de chances qu'il y ait des évolutions sur les prochaines années pour des raisons on n'est pas encore arrivé au bout de ce qu'on peut faire avec ces frameworks, donc il y a peu de chances que le match se joue là. Côté mobile, on aimerait bien voir des changements, mais aujourd'hui, c'est vraiment un marché qui est mature, donc il n'y aura pas grand-chose. Côté technologie serveur, il y a quand même pas mal de langages de programmation qui sont sortis ces dernières années. On n'est pas à l'abri à l'horizon 2030 qu'il y en ait certains qui prennent un peu qui prennent un peu plus de parts de marché. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant de ce côté-là. On retrouve pas mal de langages compilés, on retrouve des choses intéressantes. Je pense que les grandes tendances de fond restent vers un tout Kubernetes, c'est-à-dire de plus en plus l'hébergement va aller du tout Kubernetes classique. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme tour de technologie? Alors on n'est pas à l'abri qu'un IA device sorte un jour ou l'autre. C'est-à-dire il y a eu des tentatives avec l'APIN et d'autres types de devices, un petit lapin là, je sais pas comment ça s'appelait, mais qui n'ont pas marché. On n'est pas à l'abri que ça arrive un de ces quatre là-dessus. Donc, globalement, sur les grandes, il n'y a pas en tout cas, à l'horizon de 3-4 ans, il n'y a pas de changement, à mon avis, majeur. Je ne sais pas où vous partirez là-dessus. Moi, je pense que l'IA, on est arrivé au plateau. Donc, on a peu de chances que ça aille bien au-delà. Après, par contre, ça peut s'intégrer bien mieux. Mais c'est pas groundbreaking, comme on dit. Ouais. En tout cas, c'est pas ma vision. Moi, je pense que tu as fait un beau tour d'horizon sur pas mal de sujets. Et franchement, je suis plutôt en adéquation avec toi. Ouais, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est de l'intégration de l'IA. Vu que c'est un peu mon sujet chouchou, de voir comment ils vont réussir à l'intégrer dans différents endroits ou devices. Et sinon, oui, je pense que le plus dur, c'est d'anticiper les gros cracks ou les big news dans les prochaines années. J'ose espérer quand même qu'en 4 ans, on ait un nouveau banger qui sorte et qui nous surprenne. Mais bon, j'y crois très peu. On verra la suite, quoi. Peut-être juste plutôt une question archi, où moi je me pose vraiment la question de qu'est-ce qui va se passer. En ce moment, on a encore pas mal cette division API d'un côté, front de l'autre, et on voit de plus en plus de frameworks type Next, des choses comme ça, où on va faire du server-side rendering. Et j'ai l'impression, à titre personnel, je trouve ça affreux et qu'on revient à l'époque du PHP natif où on imbriquait tout dans une énorme page de 600 lignes. Et je me pose vraiment la question de d'ici 2030, est-ce que ça va juste finir par se taire? Ou est-ce qu'on va avoir le droit à un nouveau cycle pour remélanger et 2030, on serait au pic de ça? Tu sais qu'il y a de plus... Alors moi, je suis un certain nombre de personnes qui réfléchissent très sérieusement à inverser la tendance et à déplacer le workload sur le navigateur ou sur le poste client pour des questions énergétiques et d'argent. Parce que quand vous faites travailler sachant qu'en plus, on a des devices qui sont de plus en plus performants. Et donc, du coup, il y a un espace dans lequel on va plutôt revenir, en tout cas c'est la stratégie d'Apple, vers de plus en plus sur du matériel et de moins en moins sur du serveur. Mais en fait, il y a deux problématiques majeures. C'est pas une problématique technique, c'est qu'aujourd'hui on fait des trucs serveurs, ça nous permet d'avoir beaucoup de logs et beaucoup d'informations sur les clients. Et quand vous déplacez le workload sur le client, vous avez beaucoup moins d'informations. Donc tous les gens qui monétisent du cloud, ils n'ont pas trop envie d'aller dans cette tendance-là. Donc je pense qu'il y a des freins très importants. T'as pas un step de sécurité aussi, le fait de tout déplacer côté client? Ça dépend ce que tu déplaces, mais il y a plein de choses que tu peux déplacer côté client. Mais en tout cas, je pense que les gros acteurs du marché, type Google et compagnie, n'ont pas du tout envie de faire ça, parce que du coup, ils perdent le contrôle de la personne et puis ils sont moins dépendants. Mais vraiment, je pense que c'est une tendance, ça peut être une tendance en tout cas, d'aller vers des choses qui soient un peu plus vers du device direct. Après, en termes de confiance dans la donnée de sécurité, je sais qu'il y a des belles évolutions qui se font en cryptographie, où on arrive de plus en plus à effectuer des traitements sur des données chiffrées. Et du coup, le serveur chiffre la donnée et derrière fait faire des calculs à d'autres gens, donc par exemple ton client. Et tout l'algorithme se fait sur des données chiffrées, donc le client ne peut pas les altérer ou ne peut pas faire grand-chose dessus. Et du coup, ça te permet de déporter le calcul ailleurs. Et notamment, il y a aussi toute cette question sur la souveraineté, où juste envoie tes données chiffrées se faire calculer dans un pays pas très regardant, et tu gardes comme ça la main dessus. Donc je pense qu'il y a des stratégies comme ça. Mais je te dis, le problème de fond
pourquoi aujourd'hui ça marche pas. On pourrait créer un Facebook décentralisé qui fonctionnerait que de navigateur à navigateur avec quasiment pas de serveur. Mais le problème de fond, c'est que Facebook, ils veulent maximiser leurs gains. Tu vois, ils n'ont pas du tout intérêt à faire un truc dans lequel on ne dépend pas d'eux. Donc ça, je pense que malheureusement, ça reste un problème de fond. Parce que dans ces architectures-là, est-ce qu'on parle vraiment de refaire complètement du peer-to-peer ou de garder globalement un énorme serveur de base de données qui recevrait, qui servirait juste de base d'enregistrement? Les approches dont tu parles, ce sont des approches plutôt peer-to-peer, ou en tout cas avec des serveurs mais décentralisés, et dans lesquels personne a vraiment toute la donnée en un toute la donnée ou tout le contrôle, quoi. Mais en tout cas, c'est une tendance aujourd'hui qui, même si techniquement elle est intéressante, ne perce pas du tout à la bonne échelle, quoi. Business. Ok. Rien à déclarer de ce côté de la table? Bah écoute, oui, il y a eu un beau tour d'horizon. Moi, il y avait juste un truc qu'on m'a montré qui m'a un peu impressionné, c'était avec l'IA. Alors, c'est un framework, je crois, qui permet d'utiliser l'IA pour fabriquer des applications avec juste en lui fournissant des tickets. Et après, on peut réitérer dessus en demandant à l'IA de faire des modifications. Et j'étais assez bluffé là-dessus. Je ne sais pas si ça a un avenir. Faire des POC, ça marche bien, mais dès que tu veux passer sur des vraies apps... C'est globalement l'avis que j'ai sur l'IA. Hein. C'est que dès que tu vas être précis, ça te demande de toute façon de faire des efforts qui sont de plus en plus considérables. Et puis, je vais revenir à un truc, mais c'est très simple. Pourquoi on a inventé les langages de programmation? C'est pour qu'ils soient non ambigus. Le principe d'un langage de programmation, c'est qu'il est non ambigu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de latitude dans l'interprétation que tu demandes à ton ordinateur. Du moment où tu décides de coder en français, le français est une langue, ou en anglais, c'est une langue parfaitement ambiguë. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais obtenir de l'IA un algorithme fiable, reproductible, avec du français, puisque par définition, le français, ça n'est pas fiable. Et c'est pour ça qu'on a des langages de programmation et qu'on ne code pas en français. Donc, je veux dire, l'idée de penser qu'à terme, on aura la possibilité de coder avec du français, c'est pas possible. Parce qu'en fait, on va revenir au WinDev. Hein. Non, mais surtout, je veux dire, le principe, c'est quand un humain te parle, il te dit pas 90% de ce qui te permettrait d'avoir les règles, quoi, tu vois. Et donc, du coup, in fine, tu dois finir par définir tous les cas d'usage, tous les règles, tous les if, tous les else, et ce à l'infini. Et ça, c'est le code. C'est pour ça qu'on a, nous, entre les langages de programmation et nos clients, finalement. Bah oui. C'était un peu la vieille blague qui était sur Commit Strip. Je ne sais plus si ça tourne encore, ça, d'ailleurs. C'était bien, ça. Et il y avait une spec où une strip où leur PO demandait: est-ce que je pourrais pas juste écrire très très précisément tout ce que je dois faire? Et le dev lui disait: bah tu sais ce que c'est, en fait ça c'est juste du code. Exactement. Du code directement. Bon, est-ce qu'on a tout dit? Je pense. On dit pas mal de trucs, hein. Bon, bah, moi, mes prédictions, c'est qu'on va continuer à faire des podcasts. Donc, je vous invite à rester connectés en 2026. Merci pour votre participation. Merci de nous avoir écoutés. Puis, toute l'équipe d'Axopen vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et puis une belle année 2026. Salut! Au revoir. Salut.